Alors bonjour à tous, on est de retour sur le plateau d'IFSI, aux Assises de la Pêche, et nous sommes avec Madame Marie-Sophie Laine. Voilà. Madame, merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes des étudiants en master et des doctorants de l'école universitaire de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030 et nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et l'océan en général. Bonjour Madame Marie-Sophie Laine. Vous êtes vice-présidente de la région Hauts-de-France en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'enseignement agricole et de la pêche. Et donc nous avions quelques questions à vous poser en tant qu'étudiant de l'IFSI. Et la première est quelle place la région Hauts-de-France donne-t-elle au renforcement des organisations de producteurs et aux certifications locales ? Alors, on est effectivement d'accord sur le fait que les organisations de producteurs sont des maillons importants pour la vitalité de toute l'économie halieutique et aussi, c'est vrai aussi dans le monde agricole, que je connais aussi. Et donc, on est en train de renforcer. Nous avons des dispositifs régionaux qui sont déployés pour le monde agricole, qui pourraient tout à fait être déployés aussi pour la filière halieutique, sachant qu'on a quand même que 2 organisations de producteurs actuellement, la CME et le From Nord, sur la place étaploise et la place boulonnaise, et qu'en fait c'est leur rôle structurant en fait qu'on apprécie beaucoup, c'est-à-dire qu'elles mettent en relation l'amont, l'aval de la filière et qu'elle joue un rôle aussi de fédération des acteurs pour gagner en réactivité par rapport aux enjeux, notamment de la durabilité, de décarbonation, de communication, d'innovation. Ce sont souvent des fédérations telles que les organisations de producteurs qui permettent on va dire, de rassembler les professionnels et aussi de les amener vers davantage de technicité et parfois de déposer des dossiers par exemple à la région pour les fonds européens. Donc en fait, il n'y a que du positif à avoir des organisations de producteurs. En plus, ils peuvent quand même parler de leur rentabilité et donc de leur rémunération. Donc toutes ces fédérations d'acteurs sont spontanément soutenues et elles permettent de fédérer. Donc on a des soutiens à travers les fonds européens pour les projets qui sont portés par les organisations de producteurs, et donc à ce titre la région joue tout son rôle. Il est possible demain, si on le souhaite, de développer des outils encore plus précis pour aider des organisations de producteurs qui ont des projets peut-être très territoriaux qui ne rentrent pas dans les cases du FEAMPA. D'accord, merci beaucoup pour cette première question. Ensuite, il y a 2 ans, vous avez lancé l'initiative pour une marque Ombrelle, produit des Hauts-de-France ou produit à Boulogne-sur-Mer. Donc une initiative qui a été bien accueillie par les acteurs de la filière et on se demandait où en était la mise en œuvre de ce projet. Eh bien, vous le voyez, la mise en œuvre, elle est concrétisée et je pense qu'on peut s'en féliciter parce que vous avez raison de souligner qu'il n'y a que 3 ans qui nous séparent depuis l'émergence d'une volonté, d'un besoin qui a été mis à jour à l'occasion de nos assises. On a donc décidé au niveau de la région de prendre cette initiative à bras-le-corps, de la conduire, tout en ayant conscience que c'était vraiment aussi exceptionnel. D'habitude, la région ne prend pas directement la maîtrise d'ouvrage de l'émergence d'une marque collective, parce que ça doit venir du terrain. Mais on a aussi perçu que l'état de la filière était quand même un peu dégradé à cause des conséquences du Brexit, à cause de tous les enjeux, du réchauffement climatique, de tout ce qui fragilise constamment cette filière, et qu'il fallait sans doute qu'on prenne un peu les choses par la main. Et donc on a déployé des moyens humains, avant tout humains, ceux de nos agents, la direction de la pêche, puis aussi quelques moyens financiers. Et on arrive aujourd'hui aux Assises nationales avec un logo, mais déjà aussi beaucoup de travail accompli, un consensus fort,
des dizaines de réunions autour de cette émergence et l'élaboration du cahier des charges qui est en cours pour pouvoir commercialiser dans les mois qui viennent les premiers produits qu'on retrouvera dans l'étal des poissonneries très prochainement. Voilà, donc c'est une fédération, c'est un outil fédérateur qui n'est pas la réponse à tout, mais qui aura le mérite d'avoir été à l'initiative du terrain. Et puis, par la suite, nous passerons le témoin aux acteurs du terrain. Et c'est déjà un peu le cas avec le pôle Acumer qui prend la direction, en fait, de la gestion de la marque. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Et donc, pour rester sur cette idée de marque ombrelle, ICO, du coup, un label de production ancré dans les Hauts-de-France ou à Boulogne-sur-Mer parle naturellement aux consommateurs locaux et nationaux. Or, les produits de la mer haut de gamme, à forte valeur culturelle, élaborés selon des procédés traditionnels, suscitent également un fort intérêt sur les marchés internationaux. Et d'autant plus que dans les Hauts-de-France, il y a le mot France, un atout de poids notamment pour les marchés asiatiques et ou du Moyen-Orient, par exemple. Envisagez-vous de développer des labels spécifiquement pensés pour soutenir l'exportation des produits de Boulogne-sur-Mer ? Oui, alors, vous le soulignez, en fait, ça tombe très bien, l'appellation qu'on a trouvée pour cette marque collective. Je ferai une petite digression sur le fait que ce n'est pas une marque ombrelle, mais une marque collective. C'était pas forcément l'objectif de base d'avoir le mot France dans cette appellation, mais il se trouve qu'effectivement, en étant en région Hauts-de-France et qu'on ait trouvé ce ICO, eh bien, c'était tout naturel de le lier à la situation géographique et ça va nous apporter un plus. Ça va nous apporter une ouverture sur le monde parce que, vous l'avez très bien dit, les produits qui viennent de France, c'est vrai pour les produits laitiers et pour plein d'autres productions françaises, comme nous avons cette qualité, il faut bien qu'on retrouve aussi de temps en temps les avantages de toute la rigueur réglementaire que nous imposons naturellement à nos productions, quelles que soient les filières, se retrouvent à un moment donné. Et donc on sait que ce soit en Chine, au Moyen-Orient, ou ailleurs, dès qu'il y a le mot France, c'est un plus. Voilà, on espère que ça jouera aussi en faveur de cette marque et des productions. C'est pas forcément l'objectif premier, mais toute diversification et toute amplification d'une démarche à l'export est un moyen d'assurer finalement contre le risque les filières. Voilà, c'est une façon de répartir la diversité des marchés, répartit le risque. C'est comme on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et puis en même temps on ramène de la valeur ajoutée parce que quelquefois on peut vendre plus cher les produits à l'export. Merci beaucoup pour ces précisions. Face aux défis actuels, donc la politique des quotas, la gestion durable des stocks, le changement climatique, le Brexit, etc., et aux crises des prix des énergies, quelles sont les mesures d'urgence que la région peut adopter ? Alors, la situation qu'on vit s'accommode très mal de l'urgence. Nous avons pris, il y a quelques années, au moment du Covid, des mesures de soutien d'urgence pour qu'il y ait toujours autant de débarques à Boulogne parce qu'il y avait certains bateaux pour qui l'augmentation du prix du gasoil qui explosait à ce moment-là aussi était un frein à l'apport de volume sur la place Boulonnais. On a donc sorti des aides, il me semble qu'on avait mis plus de 500 000 € à l'époque pour soutenir l'apport de volume à Boulogne. Voilà le type d'aide d'urgence que nous prenons. On ne les prend pas tous les jours. Et ici, vous l'avez souligné, les crises qu'on traverse sont des crises structurelles. Ce sont des crises qui sont liées à des accords, les accords post-Brexit, à la poursuite de ces accords ou à des décisions en matière de protection de l'environnement ou de quotas sur lesquels on n'a pas de visibilité au-delà d'un an. Et donc tout ça produit des manques à gagner, parfois des difficultés financières qui s'accommodent mal de mesures qui ne sont pas dans nos moyens de toute façon, d'urgence. On est plutôt sur un rôle en ce moment de lobbying fort.
parce que la prochaine politique commune de la pêche est déjà un peu en construction. On en a eu des contours financiers cet été, au milieu de l'été, par la Commission européenne, qui étaient franchement pas folichons, qui remettent le moral encore en plus en berne et qui nous font nous mobiliser, par exemple, entre les régions. Donc là, la mesure d'urgence qu'on est en train de prendre, c'est vraiment de s'entendre. Je pense qu'on n'a aucune difficulté avec les autres régions, à défaut d'avoir un gouvernement stable, ce qui nous manque beaucoup aussi, et un ministre qui puisse être présent à ce genre de rencontre. Nous nous mobilisons entre régions, nous nous accordons nos violons, c'est peut-être positif quand même ça, et nous allons nous battre auprès de Bruxelles et aussi, je l'espère, avec un gouvernement qui portera cette préoccupation. Il manque une vision européenne. Toutes ces mesures qu'on nous annonce, elles sont souvent pas étayées par un contexte ou une vision du contexte ou une vision de l'avenir. Et ça, c'est plus tolérable parce que cette exigence de visibilité, on l'a à tous les niveaux. On voit bien qu'en France, on a besoin de voir clair dans notre avenir financier. On a des dirigeants qui exposent les choses, mais au niveau européen, les enjeux restent quand même très clos. Ils restent dans un vase clos. C'est pour ça qu'on est heureux d'avoir des parlementaires européens aujourd'hui, mais qui sont parfois dans la même difficulté. Et donc ça révèle aussi un besoin d'explication et de vision partagée avec l'Europe. Merci pour vos réponses à toutes ces questions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine interview sur cette même chaîne YouTube.